Je vais vous proposer, pour en entrer en matière, un certain nombre de réflexions que j'ai tirées de ce que j'ai écouté. J'ai eu quelques questions, mais pas tant que ça, finalement. Je m'attendais à être noyé de questions. Donc, si vous n'avez pas pu vous exprimer dans la journée, n'hésitez pas à envoyer un mail à Isabelle Massaï qui relaiera auprès des intervenants ou de nous-mêmes. On avait centré sur cette journée, non pas sur la question comment pourrait-on faire pour utiliser moins de phyto, pour une raison simple, c'est qu'il y a pléthore de réunions sur ce thème et pléthore de programmes, etc. Donc on s'est dit que c'était plutôt intéressant de centrer la journée sur la question de la connaissance de l'effet de ces différents produits sur la qualité des sols, et aussi comment est-ce qu'on fait pour travailler quand il y en a, depuis des cas pas si extrêmes que ça, comme on a pu voir dans la journée, jusqu'à des cas avec la chlordécone qui sont quand même un peu le pire des scénarios qu'on puisse imaginer, à mon avis. Évidemment, je voudrais rappeler du coup que, mais ça peut faire l'objet d'autres interventions, que la première question à se poser, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour éviter d'utiliser certains produits qui sont écotoxiques. On a vu qu'il y a des questions, une bonne partie de la question est réglée par le processus d'homologation, mais évidemment, il peut y avoir encore des débats là-dessus, et c'est un processus qui est qui est en train d'évoluer aussi dans ces critères. Il y a donc pas mal de choses sur cette question-là, autour notamment du plan éco-phyto. Mais on a vu aussi qu'il y a des situations à gérer, et la question de comment développer des systèmes de culture qui sont là pour restaurer une qualité des sols. Et encore une fois, sans aller jusqu'au cas extrême de la chlordécone, on a vu des exemples où, soit avec le cuivre, soit avec les phytos, qui montrent qu'il y a des voies qu'il faut prospecter et qu'il y a donc de l'espoir dans ce domaine. Mais le troisième point, c'est peut-être, et c'était un des objectifs qu'on se fixe un peu dans la chaire aussi, c'est comment faire pour intégrer ce type de connaissances, c'est-à-dire le fait qu'on utilise des produits qui ont à un moment un impact sur la qualité des sols, sur sa biodiversité, comment faire pour intégrer ça d'emblée dans la conception de systèmes de culture, c'est-à-dire se dire que de toute façon, que ce soit du cuivre ou d'autres phytos, les systèmes qu'on conçoit aujourd'hui, il faut pouvoir intégrer le fait qu'ils sont là pour gérer évidemment des productions, mais aussi gérer un certain nombre de paramètres de qualité des sols. Et donc, en gros, comment faire pour anticiper des problèmes dès la conception des systèmes. L'autre volet qu'on avait mis dans la journée, c'était de dire, essayons de faire le point dans ce genre de journée de ce qu'on sait, et donc qui mériterait d'être mieux partagé, et de ce qu'on devrait savoir sur ces molécules, sur leurs relations, pour pouvoir travailler de manière responsable et innover en matière de système de culture. Donc, ce que je retire un peu de la journée là-dessus, c'est qu'il y a quand même beaucoup de connaissances que j'appellerais avérées, c'est-à-dire avérées scientifiquement, qui font un tout assez cohérent. Et je pense qu'en matière de cuivre, je ne veux pas dire qu'il faut arrêter de faire de la recherche sur le cuivre, mais je pense qu'il y a quand même un corpus de connaissances qui est quand même déjà très solide et sur lequel on peut travailler. Peut-être mieux utiliser ces connaissances. Enfin, je reprends ce qu'a dit Philippe ce matin sur la question de la biodisponibilité, par exemple. C'est... Bon, je ne sais pas ce qu'il a montré, parce qu'il y avait une question sur comment est-ce qu'on analyse le cuivre dans les sols. J'espère que vous avez retenu le fait que... Enfin, moi, j'ai compris que je serais incapable de dire ce qu'il faut analyser, parce que ce qu'il nous a montré Philippe, c'est que finalement, le plus important, c'est ce qui se passe au niveau de la rhizosphère, et que ce n'est pas en multipliant des analyses de sol qu'on va vraiment caractériser le problème. Donc, mettre en œuvre ces connaissances pour mieux savoir comment déjà on peut traiter le problème. J'ai vu aussi quand même pas mal de choses sur les vers de terre. Enfin, j'ai l'impression qu'on sait beaucoup de choses sur les vers de terre. Il y avait même des bouquins qui ont été écrits récemment là-dessus. Et du coup, ces deux domaines-là, pour moi, ça fait partie des domaines dans lesquels je dirais qu'il y a beaucoup de connaissances avérées. Et j'entends parfois à l'inverse le fait qu'on ne sait rien là-dessus. Donc c'est peut-être parce que je ne suis pas spécialiste, alors du coup je me satisfais de ce que j'ai entendu ou lu. Mais je mettrai voilà, un ensemble de choses sur lesquelles il y a beaucoup de connaissances, et la question c'est peut-être déjà de mieux les utiliser. La deuxième chose qui m'est ressortie, c'est que, et au vu des questions qui me sont remontées, c'est que finalement dans ce pool de connaissances qu'on a, on a quand même encore l'impression
qu'il y a besoin de les diffuser, mais de les diffuser sous une forme qui soit digestible par chacun d'entre nous. Et on ne digère pas ce genre d'informations si on est chercheur spécialiste du domaine ou si on est gestionnaire d'un domaine agricole. J'ai été surpris de voir que des questions qui remontaient étaient des questions qui avaient été typiquement traitées par les orateurs. Par exemple, je vais en reprendre quelques-uns. Quel est le rôle de la matière organique dans la disponibilité du cuivre? Sur les vignes enherbées, pourquoi on ne trouve pas de vers de terre? Ces deux types de questions. Alors, soit nos orateurs ne sont pas terribles, mais je pense que ce n'est pas l'hypothèse que je prendrais, parce que je pense qu'ils ont fait des exposés qui étaient très, très clairs, très pédagogiques. Soit il y a encore un problème, et ça nous questionne, en particulier nous à Supagro, sur le rôle qu'on peut jouer dans la mise en forme de connaissances qui soient digestibles par des gens qui ne sont pas des spécialistes. Donc je pense que c'est un des points que je retiens, qu'il y a un certain nombre de domaines, même sur l'histoire de la biodégradation des pesticides, même si on est plus en amont, je pense qu'on sait quand même plus de choses qu'il n'y paraît sur ce qui se passe quand on met une molécule dans le sol et en lien avec des micro-organismes. Alors évidemment, j'ai des chercheurs à côté de moi, et en général, si je leur dis ça, ils vont dire non, on a encore beaucoup de... On ne sait pas tout, mais je pense qu'il faut de temps en temps un peu brusquer les choses et dire non, voilà, sur la biodisponibilité des pesticides, de la biodégradation, on a quand même pas mal de choses, on ne peut pas dire qu'on ne sait rien. Je pense aussi qu'on a vu des choses dans la journée qui permettraient aussi de redébattre différemment d'un certain nombre de sujets qui sont posés sur la table de façon un peu péremptoire parfois. Enfin, on a eu beaucoup d'indications ce matin. En gros, c'est quand même assez difficile de tuer un sol. Donc je pense qu'il y aurait besoin aussi de remettre un peu ces connaissances scientifiques en regard des questions que se posent les non-spécialistes. Le troisième type de domaine, c'était finalement des cas où finalement il faudrait essayer de... Enfin, ce qu'il y aurait à faire, ce n'est pas forcément acquérir des connaissances ou les diffuser, c'est aider à bien formuler les problèmes. Je pense qu'il y a eu pas mal de points qui sont remontés où en fait la capacité qu'on peut avoir à diagnostiquer pourquoi est-ce que le blé est jaune dans ce champ, sans sauter tout de suite sur le cuivre ou sans sauter tout de suite sur autre chose. Donc les outils de diagnostic un peu systémiques me semblent importants pour ça. On a vu aussi beaucoup de cas où il y avait des interactions assez fortes entre les techniques dans les systèmes de culture. Ça a été dit ce matin, parfois si on a peu de vers de terre, c'est tout simplement parce qu'on leur coupe la tête en permanence en travaillant le sol, dans les vignes par exemple, et que évidemment en même temps on met des herbicides ou d'autres produits, mais finalement l'effet majeur il n'est pas forcément là où on le met en avant. Donc ça c'est ce que je dirais, tout un ensemble de questions qui sont plutôt, et d'actions qui seraient plutôt de l'ordre d'essayer d'appuyer la formulation des problèmes pour qu'ils soient là digestibles pour le coup par les chercheurs et qu'ils travaillent sur la bonne question et qui correspond à celle que se posent les gens du terrain. Ensuite, il y a le quatrième grand niveau, c'est la génération de connaissances nouvelles. Alors évidemment, on a vu un certain nombre de domaines dans lesquels on a un besoin de connaissances. J'en citerai deux. Les questions de pouvoir étudier les effets de ces composés sur d'autres micro-organismes, sur d'autres organismes ou sur les micro-organismes que les vers de terre, enfin ne pas se focaliser que sur ceux qui sont plus faciles à voir. La question des fonctions des communautés microbiennes, enfin je pense que l'exposé peut-être de tout à l'heure de Fabrice Martin était un peu complexe parce qu'il nous ramène à la génétique, mais je trouve ça assez intéressant de voir qu'aujourd'hui, on a des outils qui permettent de caractériser autrement qu'avec la diversité microbienne. Mais comme il l'a bien dit, le problème, c'est pas ça, c'est de pouvoir à terme le relier à des fonctions qu'on attend, la minéralisation, la biodégradation, etc. La question de la connaissance des stocks de phytosanitaires, je pense que la chlordécone montre bien que si on avait posé cette question il y a 15 ans, en même temps qu'on utilisait beaucoup ces produits, on serait plus armé aujourd'hui pour les traiter, de savoir quels sont les stocks de ces produits dans les sols et où est-ce qu'ils vont. Et puis il y a eu une intervention, je ne voudrais pas éluder ce matin,
il y a aussi le fait qu'on a besoin de générer des connaissances nouvelles où finalement la question elle est plutôt déductive, c'est-à-dire, je ne sais plus, je crois que c'est nos collègues du CIVAM qui ont dit ça, le rôle des... Enfin, il y a des pratiques, il y a des observations de terrain qui devraient être l'origine de questionnements de recherche, savoir, voilà, si j'utilise tel engrais vert, je vais avoir moins de problèmes de toxicité du cuivre. Ce genre de questions, il faut qu'on arrive à les capter suffisamment pour pouvoir ensuite les travailler après avoir analysé les risques de confusion d'effets entre plusieurs facteurs, etc. Donc je place cette question de génération de connaissances nouvelles vraiment dans une interface de co-construction, c'est-à-dire où la connaissance, elle ne vient pas simplement de la recherche et les bonnes questions peuvent venir parfois du terrain, ou souvent. Et puis le dernier grand volet, qui est plutôt celui vers lequel on va être tourné, enfin on est tous un peu tournés, c'est trouver les solutions. Et donc c'était un peu illustré par l'exposé de Sarah, même si bon, c'est qu'un exercice intellectuel des étudiants, etc. Je pense que ça montre un peu quand même l'enjeu qu'il y a aujourd'hui à utiliser les types de connaissances qu'on a eues dans la journée pour essayer de réellement concevoir des systèmes qui d'emblée placent la question de la qualité des sols au centre du système, sans oublier la productivité, mais qui visent à des systèmes qui sont destinés à reconstruire une qualité des sols ou à la maintenir ou à l'améliorer. Et je pense que là, il y a beaucoup à faire. Et pour moi, voilà, on a eu des exemples où on a des sols chargés en cuivre. Qu'est-ce qu'on peut construire comme système de culture pour limiter les effets et produire quelque chose ? Et le plus prospectif pour moi, ce serait qu'on ne construise plus aucun système de culture sans se poser cette question-là de comment est-ce que ce système quel va être son effet a priori sur la qualité des sols.